va commencer. Bonjour à tous d'abord et bienvenue à ce cours. Avant de commencer, je vais faire le cours au tableau puis montrer quelques images sur les slides. Je laisserai sur le site du Collège de France mes notes et les slides que j'ai montés. Le cours va durer 1h30, après il y a un quart d'heure de pause et après il y a un séminaire qui est fait par Marino Zerial qui est là et qui vient de Milan et qui parlera des cellules de l'intestin. La dernière chose que je veux dire, c'est que je suis très content s'il y a des questions. Si vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas, ça ne me gêne pas du tout, bien au contraire. Au pire, je ne sais pas répondre, je vous promets que j'irai trouver quelqu'un qui connaît la réponse aux questions. Donc le titre du cours, c'est « Transport à l'intérieur de la cellule ». Avant de vous parler de transport à l'intérieur de la cellule, alors ça marchait tout à l'heure, ça ne marche plus cette histoire, voilà. Je voudrais dédier ce cours à ce monsieur qui s'appelle Wolfgang Helfrich. Donc le cours d'aujourd'hui va s'appeler « Introduction au transport intracellulaire ». Alors Wolfgang Helfrich, c'est quelqu'un qui est décédé au mois de septembre cette année, il avait 95 ans. C'est un peu un de mes héros scientifiques. C'est le fondateur de la physique des membranes. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les cristaux liquides. Il a une carrière intéressante, il a fait des allers-retours entre le milieu académique et l'industrie. Il a une première carrière sur les cristaux liquides et c'est lui qui a inventé le premier dispositif pour faire des affichages avec des cristaux liquides alors qu'il travaillait chez Hoffmann-La Roche en Suisse. Puis il est revenu dans le milieu académique et il s'est mis à travailler sur les membranes. Alors, c'était des membranes qui étaient un peu modèles, mais il a créé toute une physique que les gens utilisent de façon très très courante aujourd'hui. Et vous verrez que dans certains cours, je ferai, même celui d'aujourd'hui à la fin, je ferai référence à Helfrich. Pendant que je suis là, je vais remercier les personnes avec qui j'ai discuté pour faire ce cours. J'ai quelques faiblesses en biologie, donc j'ai besoin de discussions avec des gens qui connaissent bien. Bruno Goutte, qui depuis plusieurs années me pousse à faire un cours sur le transport dans la cellule. Donc voilà, Bruno, c'est bon. Pierre Sens, de l'Institut Curie. Abdou Rachid Thiam, avec qui j'ai eu une discussion extrêmement intéressante sur ce qu'il appelle les gouttelettes liquides. Et puis Jean Davoust, qui est un de mes amis, qui est immunologiste et qui m'a relu tout un tas de questions biologiques que j'ai essayé d'aborder. Donc, le cours de cette année, il porte sur le transport dans la cellule. Ce que je veux faire, c'est discuter les mécanismes du transport, mais aussi les compartiments qui interviennent dans le transport dans la cellule. Et ces compartiments, c'est le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Je vais voir ça de mon point de vue de physicien, en introduisant les questions biologiques telles que je les comprends et qui sont nécessaires pour comprendre la suite. Mais ça va amener plusieurs domaines de la physique du transport, bien sûr, la physique du membrane, la physique des moteurs moléculaires, et puis peut-être un peu de physique statistique hors équilibre. Donc c'est ça les domaines de la physique auxquels je vais toucher. Quand je pense au transport, moi, le premier mécanisme de transport qui me vient en tête, c'est le transport axonal, c'est-à-dire le transport le long des axones. Alors, je vais vous montrer une image du transport axonal. Peut-être le plus simple, en tout cas pour moi, c'est de regarder le schéma qui est au-dessus. C'est là. Donc voilà une cellule nerveuse. Ça, c'est le corps de la cellule. Et puis il y a un axone qui est une très longue protrusion qui part du corps de la cellule et qui peut faire jusqu'à 1 mètre, puisqu'il doit traverser tout notre corps. Ce qu'il faut faire dans cet axone, c'est amener l'information au bout de l'axone. Et donc, c'est des vésicules qui vont transporter le matériel biologique depuis le corps cellulaire jusqu'à l'extrémité de l'axone. À l'intérieur de l'axone, il y a des filaments qui vont apparaître à beaucoup d'endroits aujourd'hui, qui sont des microtubules, qui sont des filaments orientés. Et dans les axones, ils sont tous parallèles, ils ont tous leur orientation parallèle.
ils ont une extrémité plus, et l'extrémité plus pointe vers le bout de l'axone. Et puis pour transporter le matériel biologique jusqu'aux synapses ici, il y a des moteurs moléculaires. Il y a des moteurs moléculaires qui marchent dans les deux sens. Il y a des moteurs qui vont du corps de la cellule jusqu'à la synapse. Et puis il y a des moteurs qui ramènent le matériau biologique qu'il faut ramener dans le corps de la cellule. C'est un problème un peu compliqué. Il y a beaucoup de moteurs. Il y a des phénomènes assez rigolos que je discuterai dans le troisième cours, d'embouteillage de moteurs, par exemple. Alors ça peut paraître anecdotique, ça a des effets dramatiques, hein. Si vous bloquez par des embouteillages les moteurs le long des axones, vous ne transmettez plus l'information aux synapses, et c'est des choses qui arrivent dans des maladies neurodégénératives. Alors je vais vous montrer un film pour vous montrer qu'il y a bien du transport dans les deux sens. C'est un axone de l'hippocampe de la souris qui est déficient dans la protéine Tau. La protéine Tau, c'est une protéine qui lie les microtubules entre eux. Vous voyez, ce qui est transporté est marqué ici, et vous voyez des vésicules, puisque c'est ça qu'il y a, qui se promènent vers la droite, et des vésicules qui se promènent vers la gauche. Je vous montrerai tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a des rails, les microtubules, c'est celles de rails. Il y a plusieurs filaments, donc il y a plusieurs parties du rail, il y a plusieurs filaments en parallèle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver comme ça à se cogner les uns contre les autres. N'empêche qu'il y a quand même du transport dans les deux sens et qu'il faut gérer ça. Donc ça, c'est un premier exemple de transport qui est extrêmement spectaculaire. Une personne qui a étudié ça très très en détail, c'est un monsieur qui s'appelle Larry Goldstein. Laurence. Il s'est intéressé aux moteurs qui jouent un rôle dans les axones. Alors j'ai un deuxième exemple de transport unidimensionnel, qui est un exemple qui est schématisé ici. Ça, c'est des protrusions qui apparaissent sur certaines cellules, qui est ce qu'on appelle des villi ou des stéréociles. C'est des protrusions qui apparaissent sur tout un tas de cellules. Celles que je connais le mieux, c'est les cellules de l'intestin, qui sur leur surface ont tout un tas de villi. Et puis les cellules de l'oreille interne, les cellules qui détectent le son dans l'oreille interne, ont des groupes de cils sur la surface qui s'appellent les stéréociles. Le principe est le même dans ces deux types de cellules. Il y a aussi des filaments qui servent de rails. Ce n'est pas des microtubules, cette fois c'est de l'actine. Et l'actine a un mécanisme que les gens appellent le treadmilling, ça polymérise et ça dépolymérise en permanence. Le problème, c'est que ça polymérise par le haut. Donc les nouveaux monomères d'actine doivent être transportés en haut, ils sont rajoutés, puis le filament d'actine descend et ça dépolymérise en bas. Vous avez les moteurs qui montent ici et des moteurs qui descendent. Je vais vous montrer qu'il y a vraiment du trafic aussi. Alors c'est un peu plus difficile à voir. J'ai trouvé un film sur Internet. Le stéréocyle, puisque c'était une cellule de l'oreille, est ici. Ça, c'est le corps cellulaire. Et quand vous voyez ces ronds ici, c'est des moteurs qui transportent des choses au bout du stéréocyle pour permettre la polymérisation. Alors, c'est des moteurs un peu inhabituels, c'est des myosine 7. Et je ne saurais absolument pas vous dire ce que fait de très spécifique la myosine 7. Donc, voilà un peu le type de choses que je veux discuter en général. Ceci dit, je ne vais pas me focaliser du tout sur le transport unidimensionnel. Ce que je veux regarder, c'est le transport à l'intérieur du corps cellulaire. Ces exemples-là, c'est un peu pour ça que je les ai montrés, c'est des exemples où le transport est actif.
c'est des moteurs moléculaires qui assurent le transport, et ces moteurs moléculaires, ils consomment de l'énergie, ils consomment des molécules d'ATP. En gros, je dirais qu'il y a deux types de transports principaux. La diffusion, donc le transport diffusif. Et puis le transport pour les moteurs, alors je l'appellerai balistique ou convectif. Les moteurs, ils ont une vitesse qui, pour ces choses-là, est à peu près constante. Et ils transportent à vitesse constante les vésicules le long des filaments. Je vais l'appeler convectif. Ce que je veux faire là, c'est juste avoir une petite discussion sur les ordres de grandeur. Comment est-ce qu'on compare le transport diffusif au transport convectif? Alors le transport diffusif, vous savez que c'est une marche aléatoire et que si je mesure la distance moyenne parcourue, alors il faut prendre le carré de la distance parce que la moyenne du vecteur est nulle. Alors moyenne de R2, c'est le coefficient de diffusion fois le temps. Il y a un facteur 6 ici si on le fait à 3 dimensions. Le transport convectif, dans ces problèmes à une dimension, c'est parfaitement simple. La distance, c'est la vitesse fois le temps. Donc le carré, donc si je vais tracer racine carrée de valeur moyenne de R2. Quand c'est diffusif, ça va comme la racine carrée du temps. Et quand c'est convectif, ça va comme le temps. Quoi qu'il arrive, c'est plus efficace de se balader à vitesse constante que de diffuser. C'est un peu évident, hein, puisque la marche aléatoire, ça fait faire beaucoup de temps en tournant autour. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quand est-ce que les deux sont égaux ici. Alors j'ai pris une protéine qui faisait 10 nanomètres. Pour calculer le coefficient de diffusion, il faut la viscosité. Alors la cellule, c'est surtout de l'eau, mais c'est très encombré, donc la viscosité est plus grande que l'eau. En général, la viscosité dans la cellule, c'est entre 10 et 100 fois l'eau. Alors je vous laisse faire le calcul. Si vous utilisez la formule de Stokes, qui est la formule hydrodynamique pour une sphère, en supposant que la protéine est une sphère, vous trouvez que le coefficient de diffusion D, c'est 1 micromètre carré par seconde. Ça ne paraît pas spectaculaire, mais ça veut dire que en une seconde, on se déplace d'un micron. Si vous pouvez calculer combien il faut s'attendre pour se déplacer d'un centimètre, par exemple, par diffusion, ça fait des jours. La vitesse des moteurs, c'est de l'ordre de 1 micron par seconde. Ça veut dire que ce point-là, donc ça c'est en fonction du temps, ça c'est 1 seconde, et ça c'est 1 micron. Alors on peut jouer un peu sur les chiffres, mais c'est le bon ordre de grandeur. Ça veut dire que pour une protéine, en 1 seconde, elle va diffuser d'1 micron, où elle va se trimballer sur un moteur à la vitesse qu'elle a sur 1 micron. Si je veux des objets plus gros, les objets plus gros, ils se déplacent plus lentement. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mon bon maître Pierre-Gilles Lejeune, qui appelait ça le théorème de l'albatros, parce qu'il a des grands bras qui l'empêchent d'avancer. Donc le coefficient de diffusion décroît, et puis la cellule est plus grande qu'un micron. Donc si je veux rentrer dans cette région-là, on a absolument besoin d'avoir un phénomène actif, qui est le transport par des moteurs moléculaires. Alors, je me suis posé la question en préparant le cours, est-ce qu'il y a d'autres façons d'assurer le transport dans une cellule? J'en ai deux, dont un je suis sûr qu'il existe, et l'autre je ne sais pas, mais c'est quelque chose auquel on a joué avec Jacques Pro. Il y a des cellules où il y a un écoulement cytoplastique. Alors l'écoulement cytoplasmique, c'est un écoulement qui est créé par des moteurs, ça peut être très très spectaculaire, hein. Tout le cœur de la cellule tourne, et ça, clairement, c'est quelque chose qui est très efficace pour assurer un transport. Ceci dit, c'est aussi, alors de façon moins directe que ça, mais c'est aussi quelque chose qui est dû au moteur moléculaire
qui sont ancrés sur quelque chose et qui, en battant, propulsent le fluide. Donc voilà un mécanisme. L'autre, ça serait d'utiliser des tubes de membrane entre deux compartiments. Je vous verrai à la fin du cours qu'on sait faire des tubes de membrane très très fins. Si on crée un gradient de tension de surface, on crée un écoulement à l'intérieur du tube et on pourrait transporter des choses sur le tube ou à l'intérieur du tube. Je sais qu'il avait été proposé que la communication entre certaines cellules se fait comme ça. Je ne sais pas s'il y a des exemples très clairs à l'intérieur de la cellule où ce mécanisme sera en jeu. Dans toute la suite du cours, je me limiterai à ce cas-là. Alors on parle des moteurs. Je ne vais pas vous faire des grands cours sur la façon dont marchent les moteurs, parce qu'il me faudrait tout le cours pour parler des moteurs, plus ou moins. Donc je vais vous montrer à la fin un tout petit modèle que j'aime bien. C'est un peu mon modèle, mon toy modèle à moi pour les moteurs moléculaires et qui, à mon avis, explique à peu près correctement comment ça marche. Alors, pourquoi est-ce qu'on a envie de s'intéresser au transport ? La façon dont sont synthétisées les protéines, c'est un peu le dogme fondamental de la biologie cellulaire. Les protéines, l'ARN est transcrit dans le noyau. Donc la transcription, ça se fait dans le noyau de l'ADN. Alors l'ARN qui est transcrit, ça s'appelle un ARN messager. Et l'ARN messager, il est expulsé du noyau. Il se retrouve dans le cytoplasme. Et là, il peut arriver deux choses. Soit la protéine qui code est parfaitement soluble et peut être traduite par les ribosomes à l'intérieur du noyau. Donc il y a une partie qui se fait dans le cytosol. Et puis, il y a une partie, alors le cas le plus évident, c'est le cas des protéines membranaires, parce que si elles sont membranaires, c'est qu'elles aiment les parties qui sont hydrophobes, et donc elles ne sont pas solubles dans l'eau. Et donc il faut trouver un mécanisme qui est relié à la membrane. Et ce mécanisme, il se passe à l'intérieur de ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Alors c'est ces protéines-là qui vont m'intéresser. Il y en a deux types. Il y a les protéines membranaires. C'est ce qu'on appelle les protéines de sécrétion. Bon, je reviendrai tout à l'heure à qui fait quoi. Donc, si on regarde un peu ce schéma, ici, donc le noyau est là. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique. C'est une structure de membrane, je vous montrerai tout à l'heure comment elle est. Et c'est à la surface de ce réticulum endoplasmique que vont se mettre les ribosomes et assurer la traduction. Mais les protéines, il faut qu'elles soient adressées au bon endroit dans la cellule. Donc il y a une deuxième structure ici qui s'appelle l'appareil de Golgi, qui est un peu le centre de tri de la cellule. L'ARN messager, il est transporté au réticulum endoplasmique. Du réticulum endoplasmique, c'est transporté au Golgi. Et puis, après, c'est transporté sur la membrane de la cellule, sur la membrane plasmique, ou dans des structures internes de la cellule, comme les lysosomes, si la protéine doit être dégradée, c'est transporté dans ces structures membranaires-là. Le point sur lequel je veux insister, c'est que tout ce transport, il est assuré par des moteurs moléculaires qui transportent des vésicules dans lesquelles sont insérées les protéines. Et vous voyez ici, il y a ces lignes-là qui convergent à ce point-là, c'est les microtubules. Alors les microtubules, sauf quand la cellule se divise, ils forment un astère, qu'ici appelé mTOC, parce que j'ai été très influencé par Michel Bornins. Moi, j'aime bien appeler ça le centrosome. Donc les microtubules, je vous ai dit, ils ont un bout moins qui est ici et un bout plus qui est là. Donc les moteurs qui vont vers le bout plus du microtubule peuvent transporter dans cette direction-là, et les moteurs qui vont vers le bout moins du microtubule peuvent transporter dans l'autre direction. Donc c'est un peu ce mécanisme-là qui va m'intéresser, à la fois le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi, et puis la façon dont on peut transporter sur les microtubules.
Alors, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que les moteurs ont une processivité finie. Ce que ça veut dire, ça, c'est que les moteurs s'accrochent aux microtubules, ils marchent, mais au bout d'un certain temps, ils se décrochent et après, ils se réaccrochent. Donc, dans la cellule, on n'a jamais un mouvement à vitesse constante tout au long des filaments. On a un régime qui est intermittent, où il y a un mouvement balistique, un mouvement de diffusion, un mouvement balistique et un mouvement de diffusion. J'aime bien faire des petits dessins. Le mouvement balistique, c'est l'orientation du microtubule en ligne droite. Après, ça diffuse. Après, ça repart, etc., etc. Ça fait quand même une marche aléatoire si vous la regardez sur des distances très grandes. Elle est un peu persistante parce qu'on va plus vite dans ces régions jaunes ici quand on marche sur les microtubules que si on ne faisait que diffuser. Donc il y a une question, comment est-ce qu'on peut ajuster ces paramètres-là pour que la marche aléatoire soit efficace. Donc dans toute la suite, ce qui m'intéresse, c'est surtout ces deux mécanismes-là. Je ferai le cours prochain sur la diffusion et puis le cours d'après sur le transport actif et les moteurs moléculaires. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par discuter brièvement ces deux compartiments dont j'ai parlé, donc le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Alors le réticulum endoplasmique, il a été découvert, je vais vous faire un peu d'histoire, il a été découvert en 1945. Alors je vais associer un troisième nom à ces deux personnes, qui est le nom de Georges Palade. Qui est une personne qui a travaillé très, très globalement sur les mécanismes de sécrétion. C'était probablement un scientifique fascinant, enfin en tout cas, moi ce que j'en ai lu m'a beaucoup attiré. Claude, alors Palade était un postdoc ou un étudiant de Claude, et ils ont eu le prix Nobel ensemble, justement pour ces mécanismes-là, en 1973. Alors ils n'étaient pas que deux, il y avait un troisième, qui est quelqu'un qui est plutôt plus connu, enfin comme moi c'était le seul que je connaissais avant, qui est Christian Deduve, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la biologie cellulaire. En particulier, c'est lui qui a un peu créé tous les noms qu'on utilise pour les compartiments cellulaires. Donc je reprends mon dessin ici. Ça, c'est le noyau. Ça, c'est le réticulum endoplasmique. Et ça, c'est l'appareil de Golgi. Alors, quelles sont les fonctions du réticulum endoplasmique ? Je vous ai parlé de la synthèse de protéines. C'est la traduction des protéines qui peut se faire sur le réticulum endoplasmique. Alors, ce qui est schématisé ici, tous ces points ici, ça, c'est des ribosomes, et c'est les ribosomes qui assurent la traduction. Vous verrez à la fin, aujourd'hui, que des ribosomes, il y en a beaucoup dans la cellule. Alors, les protéines qui sont traduites dans le réticulum endoplasmique, je vais, dans la suite, j'ai horreur de ça, de mettre des initiales, mais réticulum endoplasmique pour écrire, c'est trop long, et j'utilise l'acronyme en anglais,
qui est IA. Donc dans le réticulum endoplasmique, j'ai dit il y a les protéines membranaires. Et les protéines de sécrétion. Alors, les protéines membranaires, on sait ce que c'est les récepteurs sur la membrane principe, c'est toutes ces protéines qui à la fin vont se loger dans la membrane, donc j'insiste sur le fait qu'elles sont complètement insolubles. Et puis les protéines de sécrétion, alors en cherchant j'ai fini par trouver une liste, il y a les enzymes digestives, les hormones, qui sont des molécules que vous devez bien connaître. Où est-ce que sont les autres? Les protéines de la matrice extracellulaire. Les anticorps. Et les cytokines. Les cytokines, c'est des molécules de signalisation qui sont importantes pour l'immunologie. Donc voilà les protéines qui sont des protéines de sécrétion. Ça fait un peu moins de 50% des protéines. Alors, mes chiffres ne sont pas très rigoureux là où je les ai trouvés parce qu'il va y avoir plus de 100% bientôt. Mais ça donne au moins un ordre de grandeur, c'est un peu minoritaire. Et les protéines solubles, alors c'est les enzymes métaboliques. Les ribosomes. Puis il y en a quelques autres, mais c'est celle-là en tout cas que moi je connaissais. Oui, les facteurs de traduction. Et celle-là, ça fait entre 50 et 70% des protéines. Celle-là, je ne vais plus en parler parce qu'elles ne rentrent pas dans mes mécanismes de transport. Elles sont fabriquées à l'intérieur du cytosol et j'en parlerai plus après. Donc ça, c'est la fonction principale, hein, c'est celle dont j'ai déjà parlé. Après, il y a les synthèses de lipides. Alors, les lipides, il y en a un peu de deux sortes. Il y a une sorte qui sont les phospholipides. Ça, c'est les tensioactifs qui permettent de faire la membrane. C'est des lipides chargés, ceux-là. Ils sont synthétisés dans le réticulum endoplasmique. Et puis, il y a tous les lipides neutres. Alors, la cellule a besoin de stocker des liquides neutres pour des raisons métaboliques, pour pouvoir consommer l'énergie qu'elle va obtenir en dégradant ces liquides neutres. Il y en a deux types. Il y a les triglycérides et il y a les stérols esters. C'est ces lipides-là qui font les gouttes lipides dont je parlais tout à l'heure et dont je vous parlerai dans un cours suivant. Voilà donc deux fonctions du réticulum endoplasmique. Il y en a une troisième qui est la régulation du calcium. Il y a des pompes à calcium dans le réticulum endoplasmique qui maintiennent la concentration constante. Contrairement à ce que pensent les gens qui sont un peu physico-chimistes comme moi, les ions ne sont pas du tout ponctuels et tous équivalents dans la cellule. Le calcium est beaucoup utilisé pour réguler certains processus, en particulier pour réguler l'activité des moteurs moléculaires. Donc voilà les fonctions de l'appareil du réticulum endoplasmique. La dernière chose qu'il faut que je dise, c'est qu'il y a deux types de réticulum endoplasmique. Il y a un réticulum rugueux.
et un réticulum lisse. Ce qui fait qu'on l'appelle rugueux ou lisse, c'est combien il y a de ribosomes sur la surface. S'il y a beaucoup de ribosomes, la surface apparaît rugueuse. Et s'il n'y a pas beaucoup de ribosomes, elle apparaît lisse. Sur ce schéma, c'est assez facile à voir. Vous voyez qu'ici, il y a plein de ribosomes. Ça, c'est le réticulum rugueux. Le réticulum rugueux, c'est plutôt des structures membranaires, c'est-à-dire que localement, la membrane est plate. Le réticulum lisse, ici, il n'y a pas du tout de ribosomes sur la surface. Donc la surface apparaît comme plate dans les images de microscopie électronique. C'est souvent des tubes. Alors, ce n'est pas systématique, on peut trouver des structures tubulaires dans l'un comme dans l'autre, mais les tubes, c'est souvent le réticulum lisse, et les membranes, c'est souvent le réticulum rugueux. Puis il y a une troisième structure dont je ne parlerai pas beaucoup, c'est qu'il y a des sites de sortie, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui fabriquent des vésicules, et c'est ces vésicules-là qui sont envoyées vers l'appareil de Golgi. Donc voilà pour le réticulum endoplasmique. Je vais passer à l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, il a été découvert bien avant, en 1898 par Golgi. Alors Golgi, si j'ai bien compris, c'est un des très grands fondateurs de la biologie cellulaire, mais aussi de la neurobiologie qu'il a établie, notamment en interaction avec un Espagnol qui s'appelle Ramón y Cajal. Alors, oui, j'ai oublié un truc. Je vais vous montrer ces images de microscopie électronique du réticulum endoplasmique. C'est la leçon Nobel de Georges Palade. Il n'y a que des images, c'est de la microscopie électronique, il n'y a que des images du réticulum endoplasmique rugueux. Alors, si vous regardez sur celle-là, on ne voit pas beaucoup, mais ici, à plus grande échelle, vous voyez les ribosomes. Le réticulum, c'est quelque chose qui est connecté à la membrane nucléaire, donc c'est relié, c'est la même membrane que la membrane nucléaire. Et puis ça définit un intérieur et un extérieur. Donc c'est une structure membrane continue avec ce qu'on appelle les citernes, qui est l'intérieur du réticulum endoplasmique. Et puis l'extérieur, c'est le cytosol. Alors c'est ce qui est marqué CM et CS ici. CS, c'est pas très heureux, c'est l'intérieur du réticulum endoplasmique. Et CM, c'est l'intérieur de la cellule. Ce que voulait montrer cette image-là, c'est que les ribosomes, ils ne sont pas toujours isolés. Il y a différentes formes d'agrégats de ribosomes qu'on retrouve sur la membrane du réticulum. Ça veut dire qu'elle est plus ou moins rugueuse suivant les endroits. Il y a des questions qui sont assez bien réglées, je crois, mais auxquelles je ne suis pas capable de répondre. C'est quel est le processus exact par lequel interagit le ribosome? Ça fait intervenir des vésicules, ça fait intervenir des processus compliqués pour que ces protéines soient relâchées dans le bon espace et pas dans le mauvais espace. Donc voilà ce que j'ai à dire sur le réticulum endoplasmique. Donc l'appareil de Golgi. Donc voilà Monsieur Golgi. Et Monsieur Golgi, dans les années 90, un peu avant de découvrir le Golgi, il avait inventé une méthode de marquage dont le nom exact, il appelait ça Black Reaction Method. Alors, si j'ai bien compris, ce que ça revient à faire, c'est précipiter du chromate d'argent sur les structures cellulaires. Ça marque le chromate d'argent marque ces structures cellulaires et on les voit en noir quand on fait de la microscopie. Donc vous avez un exemple, alors que je n'ai pas pris dans les articles originaux de Golgi, mais j'ai trouvé un article d'un monsieur qui s'appelle Mazzarello qui décrit l'histoire de la découverte de l'appareil de Golgi et qui passe la plupart du temps à discuter de cette méthode-là. Golgi ne l'avait pas du tout inventé pour découvrir l'appareil de Golgi, il l'avait inventé pour suivre les axones, justement.
Et puis il a trouvé des structures comme ça. Ça a été assez controversé, notamment par Ramón y Caral. Golgi a très vite prétendu que ça existait dans toutes les cellules. Et puis cette chose a été clarifiée, notamment par un de ses étudiants qui s'appelle Verratti, et par Ramón y Caral lui-même, qui a fini par admettre que c'était quelque chose qui était assez universel. Donc voilà des images de l'appareil de Golgi. Ce monsieur, c'est Jim Rothman, qui est quelqu'un qui a travaillé à peu près sur tous les aspects des membranes, et beaucoup sur l'appareil de Golgi. Vous allez voir dans 5 minutes qu'il avait sa propre théorie de l'appareil de Golgi. Donc vous voyez ici une microscopie de l'appareil de Golgi. Il y a un côté cis et un côté trans. Le côté cis, c'est le côté qui est vers le noyau. Le côté trans, c'est le côté externe. Le Golgi est polarisé. Les vésicules, elles doivent passer du noyau, enfin les molécules, les protéines, elles doivent passer du noyau à travers l'appareil de Golgi, et puis après être envoyées adressées à l'endroit où elles doivent travailler. Donc voilà cette structure. Il y a des grandes structures allongées qu'on appelle des citernes. Le nombre des citernes varie, il peut y en avoir jusqu'à 7 ou 8 ici, et vous voyez des vésicules qui arrivent, qui vont traverser et qui vont arriver de l'autre côté. Quand elles traversent, il y a un phénomène de maturation des protéines. Ça veut dire que les protéines sont modifiées, et à chaque citerne, elles sont modifiées de façon différente. Il y a beaucoup de processus qui interviennent, notamment de la glycosylation. Il y a une deuxième image. Alors ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre comment étaient ces images, mais celle-là, elle est prise par la tranche des citernes. Celle-là, elle est prise en incliné. Donc ça, c'est la première citerne, ça, c'est la deuxième. Et en haut, ici, vous avez la dernière citerne. Donc il faudrait regarder par en dessous pour voir la direction de l'appareil de Golgi cis-trans. Ce que veut montrer cette image, c'est que dans les dernières citernes trans, ici, il y a un bourgeonnement de vésicules. Et ça, c'est les vésicules qui sont adressées par l'appareil de Golgi. Évidemment, ce phénomène d'adressage, il ne peut pas être fait au hasard, donc il y a un marquage des vésicules. Alors j'ai des grands spécialistes en face de moi, j'ai un peu peur de dire des bêtises, mais je vais me lancer. Il y a deux types de choses qui permettent de distinguer les vésicules, qui rendent le marquage spécifique. Il y a des protéines qui s'appellent RAB. Qui sont à la surface des vésicules. Alors il y a RAB1, RAB2, RAB, je ne sais pas combien, RAB25. Je ne vais pas en parler, mais le séminaire de groupe Bruno Good vous montrera comment ces choses-là peuvent marcher. Et puis, il y a un deuxième mécanisme, c'est le mécanisme d'adhésion entre membranes. Alors ça, c'est fait par un système de protéines qui s'appelle SNARE. Qui a été découvert par M. Rothman et qui lui a valu le prix Nobel de biologie en 2013 ou quelque chose comme ça. Le système est très sophistiqué. Pour que deux membranes adhèrent, il faut qu'elles aient chacun une partie du complexe SNARE. Il y a des V-SNARE et des T-SNARE, mais l'adhésion, l'accrochage, c'est un peu des épingles qui se mettent comme ça. L'accrochage entre V-SNARE et T-SNARE est spécifique. Ça veut dire que chaque type de vésicule a son type de SNARE, et chaque type de membrane le sien. Et ça permet d'avoir un répertoire extrêmement riche d'adhésion entre V-SNARE et T-SNARE. Et avec au moins ces deux choses-là, on peut rendre le traitement des protéines spécifiques dans l'appareil de Golgi. Il y a une dernière chose ici, qui est cette image-là. Alors ça, c'est pas une image du rétine, enfin, c'est pas une photo de microscopie électronique, ça c'est l'image qu'avait M. Rothman dans les années 80 de l'appareil de Golgi. Donc vous voyez les citernes là, et puis alors la 6 est là, puis les vésicules sautent de citerne en citerne. En fait, c'est pas quelque chose qui est très bien admis de nos jours. Il y a deux modèles en fait de l'appareil de Golgi.
il y en a un qui est, alors il faut que je retrouve mon nom, modèle de transport vésiculaire. C'est celui dont un des principaux protagonistes était Rothman, ou était Rothman, je ne sais pas ce qu'il pense maintenant, qui est schématisé ici. Alors ça, c'est un article de revue de M. Louini. M. Louini, c'est le tenant de l'autre modèle. Donc voilà, c'est à peu près le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà les vésicules qui arrivent. Ça, c'est les compartiments intermédiaires entre le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Et puis, elles arrivent dans la première couche de citerne. Ici, elles maturent. Il y a des protéines de l'appareil de Golgi qui servent à la maturation, qui sont en jaune ici. Puis elles passent à la deuxième. Il y a un autre type de protéines, etc., jusqu'à ce qu'elles arrivent sur la phase trans. Et là, elles sont empaquetées dans ces compartiments trans-Golgi qui sont adressés. Ce mécanisme il se caractérise par deux choses. La structure de l'appareil de Golgi est fixe. Et la seule chose dont on a besoin, c'est un mouvement antérograde, c'est-à-dire un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça, c'est le premier modèle. Le deuxième modèle, c'est le modèle de maturation des citernes. Le principal ou un des principaux tenants de ce modèle-là, c'est M. Louini. Dans ce modèle-là, les citernes ne sont pas fixes. Il y a un phénomène de treadmilling des citernes. Ça veut dire que les citernes avancent dans la direction antérograde, mais la maturation se fait toujours au même endroit. C'est-à-dire le même type de maturation se fait au même endroit. Donc quand la citerne est là, elle a les protéines jaunes. Elle se déplace à la place suivante, elle doit avoir les protéines rouges, puis après elle doit avoir les protéines vertes. Donc c'est les citernes qui bougent dans cette histoire-là. Et la protéine, une fois qu'elle est dans une citerne, elle reste dans sa citerne, plus ou moins, et puis elle est transportée, elle mature au fur et à mesure. Pour que ça marche, et ça c'est quelque chose qui évidemment est très très bien établi, et qu'on ait une structure qui est stationnaire au sens que la maturation se fait toujours au même endroit, il faut qu'il y ait un flux rétrograde de vésicules, mais cette fois, c'est les vésicules du Golgi qui reviennent à la couche d'avant une fois qu'elles ont fini de travailler. Donc dans ce modèle-là, il y a un mouvement de vésicules dans la direction opposée. C'est ce modèle-là qui est plutôt plus couramment admis de nos jours. Il y a des dizaines et des dizaines d'améliorations de chacun des deux modèles. Moi, j'ai un point de vue un peu de physicien, c'est que je pense qu'il y a un peu du vrai dans les deux, et que quand on fait les modèles physiques, et je vous montrerai les modèles physiques que font les gens, on obtient assez facilement le fait que les citernes doivent avoir un mouvement. Mais ça n'exclut pas du tout le fait qu'il y ait des vésicules qui aillent dans les deux sens. Donc peut-être qu'il y a un peu du vrai dans les deux. Je ne me prononcerai pas plus que ça à ce niveau-là. Donc je parlerai de ça dans le 5e cours, des modèles que les gens font de l'appareil de Golgi. Donc voilà un peu les choses que je voulais dire sur les aspects plus biologiques. Ce que je veux faire maintenant... Oui, Bernard. Dans tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a des groupes qui viennent des prokaryotes ? Alors je ne sais pas grand-chose sur les prokaryotes, comme tu sais. Donc je réponds, je suis désolé, je ne peux pas répondre, mais j'essaierai de demander à qui de droit. Ce que je veux faire dans la suite, c'est faire un peu la même chose du côté plus physique. Je vous ai dit, il y a deux types de choses qui rentrent en jeu. Il y a la physique des membranes et puis la physique des moteurs moléculaires. Donc je vais commencer par vous parler de moteurs moléculaires, puis après je vais vous parler de membranes. Donc c'est deuxièmement. Alors vous savez que dans la cellule, on a besoin de créer des forces.
Donc les moteurs moléculaires, c'est des protéines, on les appelle aussi protéines motrices, qui peuvent créer des forces et provoquer des déplacements à l'intérieur de la cellule. C'est des protéines qui consomment de l'ATP, donc c'est des protéines actives. Elles se déplacent sur un filament. Alors, un argument qui vient de ma culture à moi, le transport il doit être directif, ça veut dire que la protéine ne doit pas pouvoir se déplacer de la même façon dans les deux directions, parce que si elle se déplaçait de la même façon dans les deux directions, elle n'irait pas à vitesse constante, elle diffuserait. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est polaire, et ce qui est polaire, c'est le filament. Alors je parle que des protéines qui avancent sur un filament comme ça. Il y a des moteurs rotatifs aussi dans la cellule qui sont des objets absolument merveilleux. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est, alors ça va être assez bref, mais comment marchent ces protéines qui sont des moteurs moléculaires. Alors j'ai tout un tas d'images et de films. J'ai parlé beaucoup de microtubules et dans toute la suite, je l'ai répété à chacune étape, les filaments qui sont importants sont les microtubules. Alors, les microtubules, ça a cette structure-là. C'est un tube creux. La surface externe fait 23 ou 25 nanomètres de diamètre. Et puis c'est formé de filaments que vous voyez ici. Il y a 13 filaments Alors, le nombre le plus courant, c'est 13 filaments, mais il y en a entre 7 et 18. Si c'est 13, les filaments sont à peu près droits. Si ce n'est pas 13, les filaments qui s'appellent les protofilaments sont très twistés et ils forment une hélice autour de la surface. Alors ces filaments, ils sont faits de quoi? Ils sont faits de dimères de tubuline. Ça veut dire qu'il y a deux protéines tubulines qui s'associent ensemble. Elles ne sont pas exactement pareilles. Il y a une protéine alpha et une protéine bêta. Et donc on met un dimère, un dimère, un dimère. Comme on veut que le filament soit polaire, il faut qu'elles soient toutes dans la même direction. Alors, ça c'est un dessin qui a été imaginé par son auteur ici. Donc vous avez les protofilaments ici, puis les dimères de tubuline qui sont alignés les uns avec les autres dans la même direction pour former cette structure. Il y a un trou à l'intérieur du microtubule. Si vous regardez ici, ça c'est une photo de microscopie électronique et vous voyez, ça c'est un microtubule. Vous voyez que la structure est rayée dans le sens longitudinal du microtubule. Ce que vous voyez là, c'est les protofilaments. Donc c'est sur ces protofilaments que marchent les moteurs moléculaires. Il y a plein de sciences qui est faite sur les microtubules. Il y a tout un tas de protéines qui interagissent avec les microtubules, et je ne suis pas du tout compétent sur cette biochimie-là. Il y en a une sur laquelle je ne suis pas compétent, mais que je trouve infiniment spectaculaire, c'est la cristallographie des microtubules, qui a été faite par M. Krug. En gros, vous avez ces protofilaments, et si j'en fixe un ici, le suivant, il est décalé d'un demi-dimère. C'est la structure que vous voyez ici. Mon filament ici il y a un alpha, ici il y a un bêta, ici il y a un alpha, ici il y a un bêta. Donc les deux microtubules sont décalés d'un demi-dimère, et quand j'ai fait un tour complet, je dois me retrouver aussi en phase avec ce qu'il y avait au départ. Alors ce n'est pas tout à fait vrai. On part donc d'un microtubule comme ça, on décale le deuxième. Quand on arrive au dernier, c'est un alpha qui est en face d'un alpha. Donc il y a un défaut cristallographique qui s'appelle la couture du microtubule, que les gens ne montrent jamais, elle est toujours du mauvais côté. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu d'image, mais c'est bien écrit dans les livres que... Et quand on nous donne les chiffres, vous pouvez vérifier que ça s'est décalé de façon à ce qu'il y ait un alpha en face d'un alpha et pas un alpha en face d'un bêta. À part ça, c'est une structure parfaitement cristallographique. Et M. Krug, qui est aussi celui qui a fait la structure cristallographique des virus, à mon avis, est un cristallographe absolument de génie. Donc voilà pour ce
que je voulais dire sur les microtubules. Pour moi, ça va être des bâtons droits. Alors vous allez me dire, il y a des fluctuations thermiques. La longueur de persistance d'un microtubule, c'est 5 mm ou 6 mm ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que jusqu'à 5 mm, il est droit sur les fluctuations thermiques. Bien sûr, si je pousse au bout, je vais le faire flamber. Et c'est même assez facile à faire flamber. Donc ils peuvent être courbés dans les cellules, mais c'est un effet purement mécanique, ou de fluctuations actives, c'est-à-dire de fluctuations qui ne sont pas reliées à la température, mais qui sont dues au fait que le milieu autour est un milieu actif, où il y a des moteurs moléculaires, où il y a plein de protéines qui consomment de l'ATP, et que le bruit dans la cellule est bien plus grand que ce que nous diraient les fluctuations thermiques. Donc voilà les microtubules. Après, ce qu'on a envie de faire, et l'image, alors ça c'est un film qui a été fait par l'université d'Harvard, qui montre tout ce qu'on trouve dans la cellule. Ils vous font rentrer dans la cellule et on est censé voir tous les mécanismes qu'on voit dans la cellule. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce film plein de fois, mais en gros, le mécanisme que j'ai derrière la tête pour tout le cours de cette année, c'est ça. Alors, je n'ai pas réussi. Le bruit m'énerve. Je vais le relancer. Donc vous avez un marcheur qui a 2 pattes et qui marche le long d'un de ces protofilaments dont je parlais. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il marche vraiment. Il y a eu une époque, ça c'est à peu près au moment où j'ai commencé à faire de la biophysique, où les gens se demandaient s'il marchait en mettant une jambe devant l'autre ou faisait un mouvement comme ça. Et encore une manip un peu plus astucieuse a montré qu'il n'y a pas de mouvement comme ça et qu'il y a vraiment une jambe qui passe devant l'autre. Il faut accrocher des fluorophores sur une jambe, sur les 2 jambes, comparer les choses. Et là, en tout cas, pour moi, théoricien, la démonstration me paraît extrêmement convaincante. Donc voilà ce qu'on cherche à faire. C'est à peu près à l'échelle, donc vous voyez que le moteur est en dessous, il a une grosse vésicule qui tire derrière. Les vésicules, elles peuvent faire jusqu'à 100 nanomètres ou même 1 micron. La queue, donc il a une queue. Où est-ce que j'ai mis mon truc ? Il a une queue ici et 2 jambes ou 2 têtes qui vont marcher sur le filament. La queue est assez longue, hein, ce n'est pas du tout négligeable par rapport aux 100 nanomètres, c'est peut-être 70 ou 50 nanomètres. Voilà le mécanisme. Alors ces images viennent du site web d'un monsieur qui est un grand spécialiste des moteurs moléculaires qui s'appelle Ron Wales, à l'université de San Francisco. Donc le moteur est décroché, c'est ce que je disais tout à l'heure, il vient s'accrocher. Donc il y a une jambe qui s'accroche, il y a un ADP qui est expulsé, qui est remplacé par un ATP, il y a une réaction chimique. La deuxième jambe passe devant. Ça, c'est les produits de dégradation. L'ADP s'en va, l'ATP vient. Et voilà un pas, la jambe est passée devant l'autre. Puis il y a un deuxième mécanisme d'hydrolyse. Et ça aussi, ça a été montré. En gros, il y a une molécule d'ATP consommée à chaque pas pour les kinésines comme ça. Si vous voulez des chiffres, donc je disais tout à l'heure, la vitesse d'une molécule comme ça, alors celle-là, elle s'appelle la kinésine, et elle bouge vers le bout plus. La kinésine standard, elle s'appelle kinésine 2. Ça avance en gros à 1 micron par seconde, et avant de se décrocher, elle fait 1 micron. Donc elle se décroche en gros au bout d'1 seconde, puis il y a d'autres molécules qui se raccrochent, et c'est comme ça qu'est assuré le transport. Donc ça, c'est le moteur qui va vers le bout plus. Il y a un deuxième moteur qui s'appelle la dinéine, qui va vers le bout moins. Alors celle-là, elle est un peu plus compliquée. C'est un espèce de dimère avec 2 protéines qui sont plus ou moins circulaires ici, qui s'appellent les ring ATPase. C'est-à-dire que c'est là que se fait la réaction de l'ATP. Vous avez cette fois, c'est marqué, l'extrémité plus du polymère est par là, l'extrémité moins est de l'autre côté. Donc ce moteur-là, il va dans l'autre sens et il avance vers le bout moins. Ici, il y a plein d'expériences depuis une vingtaine d'années. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses. Weil lui-même, qui est considéré comme le grand pape de ces choses-là, quand même sur son site web, il a laissé pas assez bon dans le sang. Donc ça veut dire que celui-là est probablement bien plus spéculatif. Et voilà
le mouvement de cette dynéine. Il y a une jambe qui passe de l'autre côté. Vous voyez que cette fois, il ne marche pas sur un seul protofilament, elle marche sur 2 protofilaments parallèles. Hop. Il refait un deuxième pas. Il faut le regarder jusqu'au bout parce qu'après, il se passe des choses bizarres. Hop. Au lieu de faire le pas dans le sens où elle était, elle fait le tour. Donc elle fait un truc comme ça, que je ne peux pas faire parce qu'autrement, je vais me détruire les jambes. Et puis elle repart. Et l'autre chose qu'elle fait, si vous continuez à regarder, c'est qu'elle fait des pas en arrière. Alors tous les moteurs font des pas en arrière. Toutes ces choses-là, il y a énormément de fluctuations, donc toutes ces choses-là sont statistiques. Ça veut dire que même la kinésine, elle a une probabilité de faire un pas en arrière. Il y a un livre que beaucoup de gens utilisent sur les moteurs moléculaires qui a été écrit par Joe Howard. Il y a une superbe photo d'une kinésine avec les pas qui avancent et il y a un beau pas en arrière au milieu de ces choses-là. Donc même les kinésines 2, les plus simples, elles ont une probabilité de faire un pas en arrière. Je crois que la probabilité qu'elles aillent en avant, c'est quand même plus que 90%. Donc en gros, elles vont en avant. Il y a quelques pas en arrière et si on s'intéresse à ça, on peut les regarder. Si on ne s'intéresse pas directement à ça, on peut considérer qu'elle va toujours vers l'avant. On ne fera pas d'erreur dramatique. Donc voilà un peu le cadre qu'on veut regarder, c'est comment est-ce qu'une vésicule comme ça est tirée par un moteur. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est les forces. Alors la force de friction, même dans la cellule, sur la vésicule à 1 micron-mètre par seconde, je vous laisse faire le calcul, mais vous allez trouver des choses qui sont très 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 faibles. Donc ça, c'est absolument toujours négligeable. Par contre, si on tient la vésicule, et il y a plein d'expériences qui ont été faites, les gens mettent des pinces optiques, ils tiennent la vésicule et ils arrivent à ralentir le moteur. Donc c'est comme votre voiture, si vous tirez très fort vers l'arrière, elle va avancer moins vite. Après, vous pouvez tirer tellement fort qu'on arrête le moteur. Donc il y a une force pour laquelle la vitesse d'avancée est exactement égale à 0, qui s'appelle la force d'arrêt. C'est de l'ordre du piconewton, donc 10 moins 12 newtons. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est des choses qu'on sait mesurer. Il y avait quelqu'un dans notre labo à Curie, Giovanni Capello, qui mesurait des forces sur des moteurs comme ça, qui arrivait à mesurer les forces d'arrêt de moteurs comme la kinésine. Après, entre la force d'arrêt et la force nulle, il y a une relation force-vitesse. Plus vous augmentez la force, plus vous retenez la vitesse. Pour la kinésine, le modèle naïf, ça serait de dire c'est une droite. Pour la kinésine, ce n'est pas tout à fait une droite. C'est-à-dire au voisinage de la force d'arrêt, c'est très plat, puis après ça tombe brutalement. Donc voilà la force pour ça. Pour la dynéine, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, la force d'arrêt est plus faible. C'est quelque chose comme 2 piconewtons. Donc l'ordre de grandeur à retenir, c'est de l'ordre du piconewton. Alors je n'ai pas parlé de la taille des pas. Si vous regardez bien le film, je ne vais pas vous le repasser, mais si vous le regardez bien, il y a un pas, c'est-à-dire un dimère de tubuline par pas, ça c'est 8 nanomètres. Donc voilà un peu les caractéristiques de ces moteurs-là. Et ce que je veux faire maintenant, c'est vous montrer un modèle de moteur moléculaire. Alors vous verrez que par la suite, j'utiliserai encore des modèles qui sont encore plus simples que celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais un peu biaiser cette histoire-là. Je vais considérer un moteur qui n'a pas 2 jambes, mais une seule jambe. Alors vous allez me dire, ça ne marche pas, parce que s'il n'a qu'une seule jambe, quand la jambe se décroche, elle va sauter. En fait, elle ne se décroche pas complètement. Et il y a une kinésine qui s'appelle la kinésine 1, qui est une kinésine avec une seule jambe, qui est parfaitement processive et qui marche parfaitement bien, à peu près à la même vitesse que les autres. On peut faire des modèles pour des moteurs avec 2 jambes. C'est plus compliqué et ça ne nous apporterait pas grand-chose pour voir le mécanisme. Donc je vais supposer un moteur qui a une seule jambe, une seule tête. Donc il y a un filament. Le filament est polaire, donc je mets le bout plus ici et le bout moins là.
Ils ont des autres noms que moi et plus, ils s'appellent pointé et barbu, mais comme je ne sais pas lequel est lequel, il vaut mieux utiliser ça. Et puis, mon moteur, il a une tête ici, puis il a sa queue là. Alors, c'est pas dans ce sens-là que je veux le mettre, parce que faut que je le mette dans la même direction que dans mes notes, autrement je vais faire des bêtises. Moins et plus. Et ce que je viens de vous décrire sur l'histoire de la force d'arrêt, c'est que je tire vers l'arrière. Je mets une force qui tire vers l'arrière. Alors, mon ami Jacques Pro, qui est un grand spécialiste des moteurs moléculaires, vous dirait que je vous en ai caché un peu, parce que si vous tirez vers l'arrière, vous détachez un peu plus vite le moteur aussi. Enfin, je vais oublier ces effets un peu subtils pour l'instant. Et puis, il va avancer à une vitesse V dans cette direction-là. Et mon jeu, c'est de vous montrer pourquoi il avance. Pour qu'il avance, il faut qu'il y ait des degrés de liberté interne. Et donc, je vais supposer que le moteur a deux états. Un état que je vais appeler faiblement lié, c'est-à-dire que je n'autorise pas pour l'instant ce moteur à s'échapper du filament, je l'autorise à se dépracher un peu. Et dans l'état faiblement lié, son énergie sur le filament est constante, il ne sent pas la structure du filament. Après, ça c'est faiblement lié. Après, il y a un état qui est fortement lié. Si le moteur colle très fort au filament, il va suivre la structure du filament. Alors, il y a deux choses que je vais retenir de la structure des filaments. Il faut qu'il soit polaire. Donc, si j'ai un potentiel d'interaction entre la tête du moteur et le filament, il faut qu'il ne soit pas symétrique entre la droite et la gauche. Et puis, il faut qu'il soit périodique, parce que mon filament est périodique. Alors, je pourrais prendre n'importe quoi. Et il y a des modèles qui ont été faits bien plus réalistes que j'ai ça, mais comme ils donnent qualitativement ce que je veux vous montrer, je vais prendre la chose la plus simple. Donc j'ai un potentiel ici, et je vais prendre un potentiel périodique polaire. La façon la plus simple qu'on peut choisir, c'est une dent de scie. Donc quelque chose comme ça. Ça, c'est polaire. Je vais vous montrer dans une minute que le moteur va bien vers la gauche. Il y a trois paramètres. Il y a cette longueur-là, que je vais appeler A. Il y a cette longueur-là, que je vais appeler B. Ça veut dire que la période, le pas du moteur, c'est A plus B. Et puis, il y a l'amplitude du potentiel ici, que je vais appeler U. Alors, il y a plusieurs choses qui sont évidentes. D'abord, A plus B, c'est 8 nanomètres si je prends une kinésine, puisqu'il se déplace sur le microtubule. La deuxième chose, c'est qu'il faut choisir U. Et ce à quoi il faut le comparer, c'est l'excitation thermique. Si U est de l'ordre de kT, les fluctuations thermiques vont être trop grandes et le moteur ne marchera pas, parce que la seule chose qu'on verra, c'est des fluctuations. Donc il faut que U soit plus grand que kT. En pratique, je crois que c'est entre 5 et 10 kT, quelque chose comme ça. Donc voilà l'interaction entre le moteur et le filament. Ça, c'est l'état lié, fortement lié. Et l'idée naïve de ce genre de modèle, c'est de supposer que le moteur a des transitions entre l'état faiblement lié et l'état fortement lié. Alors je vais faire le choix qui est le plus pratique, mais là aussi on peut en choisir plein d'autres. On peut prendre des gens faits avec des trucs un peu sophistiqués. À la fin, ça changera les comparaisons quantitatives, mais ça ne changera pas plus que ça. Ce que je vais supposer, c'est que si le moteur est dans l'état que je vais appeler fondamental ici, par un changement de conformation, quand il arrive au minimum du potentiel, il a une transition vers l'état faiblement lié. Et je vais supposer que c'est instantané. Alors, ce
ça va bien avec la biologie. Ce que ça veut dire, c'est que quand il arrive à cet endroit sur le microtubule, il y a un changement de conformation. Alors il passe d'une énergie basse à une énergie haute. Et comme cette différence d'énergie est très grande, c'est là qu'est consommé l'ATP. Donc l'ATP, il intervient ici. Voilà. Ça coûte de l'énergie, mon histoire. Si ça ne coûtait pas d'énergie, le moteur serait à l'équilibre, et à l'équilibre, il n'y a pas de mouvement. Donc je suis sûr de moi. Après, il est dans l'état excité. Dans l'état excité, le potentiel est constant, donc il n'y a pas de force. Donc ici, il diffuse. Je vais appeler D le coefficient de diffusion. Alors je vais faire ça en 2 étapes. Je vais d'abord vous montrer qu'il bouge, puis après, je vous montrerai comment on calcule la vitesse. Toujours avec Jacques, on a eu une expérience, j'espère qu'il n'y a pas trop de mathématiciens qui vont hurler, assez intéressante avec un de mes collègues, qui est d'ailleurs fort bon mathématicien, qui travaille à l'UPMC, Sorbonne Université, pardon, qui avait montré des théorèmes sur ce genre de choses. Et des théorèmes qui étaient tellement sophistiqués que je ne comprenais rien à ce que voulait dire le théorème. Et quand il est arrivé dans mon bureau, il a dessiné ça, et il nous a dit, je vais vous montrer dans quelle direction il bouge. Et on lui a dit, mais nous on sait, il bouge par là. Il était furieux, mais son approche était extrêmement compliquée. Après, il avait d'autres choses quand même. Alors pourquoi est-ce qu'il bouge par là? Supposez que je prends le moteur ici. Alors il faut que j'introduise une autre chose quand même. C'est qu'une fois qu'il est dans l'état excité, il faut qu'il revienne dans l'état fondamental. Et je vais introduire un taux de désexcitation que je vais appeler oméga 2. Ce que ça veut dire qu'il y a un taux de désexcitation qui est oméga 2, c'est-à-dire qu'il y a un temps où il reste dans l'état excité qui est 1 sur oméga 2. Donc le moteur, il est excité ici, et puis quand il est dans l'état excité, il diffuse. S'il diffuse, c'est ce que j'ai écrit au début, pendant le temps 1 sur oméga 2, on a le temps. Le temps, c'est 1 sur oméga 2 pendant lequel il diffuse. Donc la longueur parcourue, L2, égale D sur oméga 2. Et les paramètres sont tels que, en gros, ce L2, il est un tout petit peu plus grand que A, mais à peu près égal. Donc L2, c'est à peu près A2. Je vais mettre supérieur ou égal à A2. C'est comme ça que le moteur marche le mieux. Donc il vient ici, il diffuse. Supposez qu'il diffuse vers la droite. Il y a une probabilité 1,5 qu'il est diffusé vers la droite. Il diffuse pendant un temps 1 sur oméga 2, donc il va se retrouver à une distance A de ce minimum-là, qui est très près ici. Mais après, une fois qu'il est dans l'état fondamental, il suit le potentiel, donc il va au minimum du potentiel et il revient sur place. Donc si il diffuse vers la droite, il revient sur place et il ne bouge pas. Si il diffuse vers la gauche, c'est pour ça que je veux que ça soit un tout petit peu plus grand, il va se retrouver juste de ce côté-là du potentiel, et il va aller au minimum suivant du potentiel, donc il va passer de là à là. Donc avec ce type de paramètres, j'obtiens un mouvement vers la gauche avec une probabilité 1,5. Parce qu'il s'il n'y a pas de force extérieure, il a une probabilité 1,5 d'aller vers la droite et une probabilité 1,5 vers la gauche. Ça veut dire que... Alors, la seule chose qui est fausse, c'est ma flèche. J'ai changé, mais je n'ai pas changé la flèche, mais il va bien dans ce sens-là. Alors si vous acceptez ça, c'est super facile de calculer la vitesse du moteur. Je vais laisser ça.
Alors, la vitesse, c'est la distance qu'il met pour faire un pas, la longueur du pas divisée par le temps qu'il met pour faire un pas. Donc, c'est A plus B sur T. A plus B, je vous ai dit, c'est 8 nanomètres. Le temps que le moteur met pour faire un pas, c'est le temps d'un cycle du moteur, puis après il se renouvelle. C'est à peu près de l'ordre de la milliseconde. Alors cette formule n'est pas tout à fait juste, parce que je vous ai dit qu'elle avait une probabilité d'1,5 d'aller vers la droite et une probabilité 1,5 d'aller vers la gauche. Donc il faut que je mette ce facteur P ici. Donc c'est la moitié de ça, pour prendre en compte cet effet de statistique. Une dernière remarque, je vous ai dit que les moteurs, ils avaient une probabilité d'aller vers l'arrière. Je vous ai donné l'écart quadratique moyen ici, mais il y a une queue de la distribution, et donc il y a un certain nombre de cas assez faibles où il va diffuser jusque-là, et s'il diffuse jusque-là, il fait un pas en arrière. Je vous laisse jouer avec ça. Avec la diffusion à une dimension, vous allez trouver que c'est de l'ordre de exponentielle moins B2 sur A2. Donc pour peu que B soit un petit peu plus grand que A, ou soit égal à 2 fois A, c'est déjà des nombres qui sont extrêmement faibles. Donc maintenant le temps. Le temps, c'est le temps qui passe dans l'état excité, plus le temps qui passe dans l'état fondamental. Donc c'est 1 sur oméga 2. Je vais l'appeler petit t, f, le temps qui passe dans l'état fondamental. Et dans l'état fondamental, le moteur, c'est une particule. C'est pour ça que j'ai pris un potentiel en dents de scie, parce que la force, elle est constante sur cette région-là. La force, c'est U sur B. Donc pour aller de là à là, c'est juste une particule que je tire avec une force U sur B. Si j'écris l'équilibre des forces sur la particule, il y a une force de friction, moins la friction du moteur fois sa vitesse, alors je vais l'appeler VF, c'est la vitesse pendant qu'il passe de là jusque là. Et ça, c'est égal à la force du haut potentiel. Ça veut dire que VF, c'est U sur zeta B. Ça, c'est la vitesse avec laquelle il passe de ce point-là à ce point-là. La distance pour passer de ce point-là à ce point-là, c'est B. Et donc le temps TF, c'est U, c'est zeta B2 sur U. Ça veut dire que la vitesse du moteur, V, c'est 1 sur oméga 2, c'est A plus B sur 1 sur oméga 2 plus zeta B2 sur. Mon modèle, il est extrêmement simple. Vous voyez, je n'ai jamais écrit plus que des multiplications et des additions. Il néglige plein de choses. Il néglige par exemple que là, la transition n'est pas infinie. Alors on sait, hein, ça c'est la durée que prend le pas du moteur, c'est 1 microseconde. C'est 1 millième des temps que j'ai gardés, donc ça c'est facile à négliger. On pourrait rajouter plein de choses plus sophistiquées. La formule serait en gros toujours égale à ça, avec des préfacteurs ou des choses comme ça. Si vous mettez des ordres de grandeur avec une friction raisonnable pour une protéine, ça donne la bonne vitesse aussi. Donc ça donne une bonne idée de comment on pourrait marcher un moteur comme ça. Alors je veux vous parler de membrane, donc je ne vais pas vous calculer la force d'arrêt. Mais si je tire à l'envers, il y a deux choses qui se passent. D'abord, je vais rajouter une force quand il est dans l'état fondamental. Ça va tilter ce potentiel-là. Et ça va s'arrêter quand ça ne descend plus, donc quand c'est horizontal. Donc ici, il y aurait une force d'arrêt, F1 égale U sur B. Puis ça va faire une chose, c'est que s'il y a une force, maintenant, il diffuse plus librement. Et si la force est suffisante pour l'empêcher d'arriver jusqu'à ma valeur A, ça va se bloquer aussi.
Ça, c'est un phénomène thermique, donc, parce que c'est de la diffusion thermique. Ça veut dire que la force qu'il suffit pour arrêter, c'est la force que je peux faire avec kT, et ça, c'est kT sur A. Donc la force d'arrêt du moteur, c'est la plus faible de ces deux forces-là. Je crois que celle qui domine vraiment, si on compare aux manips, c'est celle dans l'état excité. Donc la force d'arrêt, c'est kT sur. Donc voilà mon modèle naïf de moteur. Peut-être le point sur lequel je veux insister, c'est ce que j'ai dit au début, il faut que le filament soit polaire, autrement il n'y a pas de moteur. Et alors dans ce modèle-là, il faut des fluctuations thermiques aussi, et il faut consommer de l'ATP, c'est un peu caché dans mon modèle, c'est à cet endroit-là qu'on consomme l'ATP. Donc voilà pour les moteurs. Il y a aussi, le moteur peut se décrocher complètement, je vous ai dit que ça, c'était au bout d'une seconde qu'il se décrochait complètement. Alors ce que je veux faire pour finir, c'est vous parler de membrane, du travail d'Elfrich. Le plus simple, c'est que je vous montre une image. Alors, ce n'est pas du tout quelque chose de quantitatif, hein, c'est un schéma d'une membrane biologique. Donc, une membrane biologique, c'est une bicouche qui est faite par des molécules, j'ai dit tout à l'heure qu'elles s'appelaient des phospholipides, que vous voyez ici. Elles ont une tête qui est à l'extérieur, qui aime l'eau, ça c'est la partie hydrophile, puis elles ont une queue qui est à l'intérieur de la couche ici, ça c'est une partie hydrophobe. Donc il y a une petite queue qui est de l'huile, et puis une tête qui est de l'eau. La tête qui est de l'eau se met en contact avec l'eau, et les queues d'huile s'accumulent au centre. Ça vous fait une membrane comme ça, vous avez une tête à l'extérieur, une tête à l'intérieur, et puis une couche d'huile au milieu. L'épaisseur de la membrane, c'est 2 nanomètres, 3 nanomètres, donc c'est quelque chose de très petit. Sauf qu'il y a plein de protéines dedans. Alors, plein de protéines, ça veut dire qu'il y a des membranes, par exemple la membrane des mitochondries, je pense que c'est la plus chargée en protéines, il y a 75% de la masse qui est des protéines. Donc ça veut dire que si je veux avoir des modèles raisonnables de la membrane des mitochondries, je ne peux absolument pas me contenter d'un modèle où j'oublierai toutes les protéines. C'est ce qu'a fait Elfrich, donc je vais faire ce que fait Elfrich, je vous donnerai après les endroits où les protéines peuvent intervenir de façon déterminante. Pendant très longtemps, les gens ne faisaient que ça, c'est-à-dire un modèle de Elfrich où on oublie toutes les protéines. Maintenant, on sait exactement comment on peut, en jouant sur les paramètres, mettre les protéines. Alors l'idée d'Elfrich, elle est extrêmement simple. C'est de dire donc la membrane, je la remplace par une feuille extrêmement mince, surface mathématique si vous voulez. Et l'idée d'Elfrich, c'est de dire je vais utiliser la mécanique des feuilles. Alors vous prenez votre livre de mécanique favori et vous regardez comment on peut déformer une feuille. Alors, il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez tirer dessus, c'est ce qu'on appelle la tension, et puis vous pouvez l'onduler comme ça. Le seul point que je veux faire, c'est que quand je l'ondule, ça coûte de l'énergie, mais c'est local. C'est-à-dire si je crée une courbure ici, ça ne va pas être influencé par ce qui se passe là. Donc ce qui est assez naïf, c'est de dire on va développer l'énergie, on va écrire l'énergie en fonction de la courbure. Donc, ce que je vais écrire, c'est une énergie de membrane, une énergie mécanique pour la membrane. E. Je vais l'écrire comme quelque chose qui est proportionnel à l'aire de la membrane, ça doit être extensif. Ça, c'est la surface de la membrane. Alors, je vais faire un dessin d'abord, ça sera plus clair. La membrane, elle est à un état où elle serait complètement plate. Et puis, à cause des fluctuations thermiques, à cause des fluctuations actives du milieu ambiant, elle se déforme. Et donc, elle va avoir une allure comme ça.
Un point sur lequel je veux insister, dans tous les modèles, alors les biologistes ont fait plein de modèles de membrane, le plus accepté pendant très longtemps, c'était celui de Nicholson et Singer, la membrane est fluide. Donc c'est une surface fluide que je déforme. Qu'elle est fluide, ça veut dire que si je regarde une protéine, que je la déplace, elle sent une force de friction visqueuse à 2 dimensions, qui est la friction de l'huile qui est au milieu. Donc je vais écrire ça, il y a un terme de tension. Puis après, je veux que ça dépende que de la courbure locale. Alors, ce qu'a fait Helfrich, et j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il y a un monsieur qui s'appelle Canham qui l'avait déjà écrit avant lui. Après, je ne sais pas ce qu'en a fait monsieur Canham, je suis obligé de vous l'avouer, alors je sais ce qu'en a fait monsieur Helfrich, et c'est beaucoup de très belles choses. Il dit, on va développer tout ça en puissance de la courbure. Ça, c'est vrai, avec ma feuille, là. C'est vrai si le rayon de courbure que je crée comme ça est beaucoup plus grand que l'épaisseur de la feuille, ça sera toujours vrai. Par contre, il faut qu'il soit plus petit que la taille de la feuille aussi, parce qu'autrement, la courbure va être très grande. Alors après, il faut savoir ce que c'est que l'énergie de courbure, la courbure d'une surface. Je ne vais pas vous faire de grands cours de géométrie différentielle. Je vais vous faire ça un peu avec les mains, mais ça suffira. Une surface, localement, elle a 2 courbures. Si je prends cette feuille-là, que je fais un truc comme ça, il y a une courbure qui est 0, parce qu'ici, j'ai quelque chose qui est une droite. Puis il y a une courbure qui est finie ici, qui est l'inverse du rayon de courbure que j'ai créé à cet endroit-là. Alors ça, c'est quelque chose qui reste vrai. Pour une surface quelconque, il y a 2 courbures principales. Alors, je vais les appeler 1 sur R1 et 1 sur R2, où R1 et R2 sont les rayons de courbure. Dans mon exemple, il y a une courbure qui est nulle et l'autre qui est 1 sur le rayon que j'ai créé ici. Si je prends une sphère, les 2 courbures sont égales et sont égales à 1 sur le rayon de la sphère. En fait, c'est plus compliqué, la courbure, ce n'est pas un nombre, c'est un tenseur. Et quand il y a un tenseur comme ça, l'énergie ne peut dépendre que des invariants du tenseur. Donc les invariants du tenseur de courbure, c'est la somme des 2 courbures principales et le produit des 2 courbures principales. Donc c'est H égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 et K maintenant, ça veut dire qu'il faut que je développe l'énergie en puissance de la courbure. H, en gros, c'est la courbure, ça c'est le carré de la courbure, et ce que fait Helfrich, c'est qu'il va au 2e ordre. Alors à la fin de sa carrière scientifique, il a essayé d'aller à l'ordre suivant, vous allez voir, c'est remarquablement simple ce que je vais vous écrire. Au 2e ordre, un jour, il m'a expliqué qu'il y avait 15 termes, et qu'il avait essayé de chercher là-dedans ce qui était pertinent ou pas pertinent. C'est une des peu de fois où, à mon avis, il n'a rien trouvé de ses idées. Pourtant, il avait une idée précise de choses qui, si elles étaient vraies, seraient spectaculaires. Donc, comment est-ce que j'écris les termes du 2e ordre ici? Terme du 1er ordre, ça va être H. Terme du 2e ordre, il y en a 2, il y a H2 et K. Et la façon la plus générale de l'écrire, c'est H moins C0 au carré plus un terme proportionnel à K. Alors le coefficient ici, les gens l'appellent en général kappa sur 2. Et celui-là, ils l'appellent kappa bar. Et ça, c'est le développement le plus général au 2e ordre en courbure. Ça contient un terme linéaire qui est le coefficient croisé ici. Ça contient un terme constant qui comprend gamma et le terme en C0 carré ici. Puis il y a 2 termes d'ordre 2. Alors, il faut discuter un peu toutes ces choses-là. Ce que je vais faire, simplement pour me
pour ne pas passer beaucoup de temps dessus, c'est considérer ce terme où il y a K ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la courbure gaussienne. Et il y a un théorème mathématique qui s'appelle le théorème de Gauss-Bonnet. Qui dit que l'intégrale de la courbure gaussienne sur une surface, somme de ds de k, c'est 4pi n moins g, où n c'est le nombre d'objets et g c'est le nombre total de trous qu'il y a dans les objets. Si vous prenez une sphère, c'est une surface fermée, il n'y a pas de trou, n égale 1 et g égale 0. Si vous prenez un tore, c'est un seul objet, il y a un trou, n égale g égale 1, et ça fait 0. Avec ça, donc pour une serre, ça veut dire que l'intégrale, alors je n'ai pas mis ds, j'ai oublié le s, ça veut dire que l'intégrale de la courbure gaussienne, c'est 4pi pour toute sphère. Et en fait, c'est plus que ça, c'est une propriété qui est uniquement topologique. Donc si je déforme la sphère, quelle que soit la façon dont je la déforme, ça gardera la même valeur. Alors je triche un peu, parce qu'il y a un autre terme. Si la surface a un bord, qui d'habitude ne joue pas, mais dans une des choses que je vais vous montrer après, ce terme de bord compte. Donc c'est moins somme sur le bord de la surface d'une courbure qu'on appelle la courbure géodésique. Donc tant qu'il n'y a pas de bord à la surface, je peux oublier ce terme-là. Et si je peux oublier ce terme-là, je peux oublier celui-là parce que c'est une constante. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais quand je discuterai le réticulum endoplasmique, ce terme-là joue un rôle. Donc je le garde et je vous montre qu'il est là. Ça, c'est un module de courbure. Ça vous dit l'énergie que ça coûte de courber. Évidemment, il faut que ça me coûte de l'énergie de courber. Alors en mécanique, je sais pourquoi, parce que si je tire plus sur l'extérieur que sur l'intérieur, c'est ça l'énergie que ça me coûte. Si vous regardez ça, c'est une énergie. Et la bonne façon de l'écrire, c'est en fonction de l'énergie thermique. C'est en gros 20 fois l'énergie thermique. Donc K, c'est 20 kT. À peu près pour toutes les membranes où il n'y a pas trop de protéines. Puis après, il me reste C0. C0, c'est ce qu'on appelle la courbure spontanée. Alors, ce que vous dit C0, si vous prenez ma feuille, c'est si je la laisse au repos, est-ce qu'elle va vouloir être courbée comme ça ou est-ce qu'elle va vouloir être courbée comme ça? Ce qui est évident, c'est que ça dépend de la symétrie entre les deux surfaces. Si les deux surfaces sont équivalentes, spontanément, si je ne mets pas de force, elle va rester plate. Donc pour une membrane symétrique, C0 égale 0. Pas de chance, les membranes biologiques ne sont pas symétriques. Ce n'était pas sur mon dessin là-haut, mais les lipides, il y en a plusieurs. Il y a tout un mélange de lipides et la composition n'est pas la même dans la membrane externe que dans la membrane interne de la cellule. Puis les protéines qui s'accrochent aussi, il y en a qui ont tendance à vouloir courber la surface. Donc pour beaucoup de vraies questions biologiques, C0 est égal à 0. En pratique, comment est-ce qu'on change C0? On rajoute des protéines qui veulent courber la surface. Donc on a un moyen, en rajoutant des protéines dans la solution, de changer ce C0 qui est là. Alors je ne vais pas faire des grandes théories compliquées, je veux juste vous montrer un exemple. Alors mon exemple, il est là. Ça, c'est une expérience de Patricia Bassereau, qui est je ne sais où, par là. C'est un film qu'elle m'a donné il y a très 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 longtemps, pour le coup, que je trimballe avec moi dans tous mes cours sur les membranes depuis que le jour où tu l'as amené. Ça, c'est une vésicule, donc c'est une membrane, exactement comme la membrane des cellules, sauf qu'il n'y a pas de protéines cette fois. Puis ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une bille, elle vient la coller à la membrane et elle tire sur la bille. Ce que ça revient à faire, ça, c'est exercer une force localement sur la membrane. C'est ce qui est schématisé ici. La membrane, elle est comme ça. Vous appliquez une force ici, elle se déforme un peu.
puis à un moment, boum, elle fait un long tube comme ça. Alors comment est-ce que j'étudie ça? Je réécris l'énergie. E, énergie d'un tube. Le tube, il a une longueur L, il a un rayon R, et sa surface, c'est 2pi RL. Le tube, il est complètement homogène. Donc l'intégrale sur la surface, qui est un objet qui paraît compliqué, dans ce cas-là, c'est juste la surface multipliée par ce qu'il y a après. Facteur de K, pardon, gamma, plus K sur 2. Alors, H moins C0. H, c'est 1 sur R pour un tube, parce que la deuxième courbure est nulle. Moins C0 au carré. 1 sur R. Voilà l'énergie. Alors, ce n'est pas tout à fait l'énergie, j'oublie quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le travail de la force qui tire. Donc, il faut mettre moins F fois la longueur du tube. Donc, j'impose avec ma force une longueur L. Je fais travailler ma force de 0 à L. Donc, il faut que je rajoute ça. Après, d'abord, je fixe L. Alors, je vais faire C0 égale 0. Puis au début du cours prochain, je vous ferai C0 différent de 0, parce que c'est de ça dont j'aurai besoin après, mais C0 égale 0, c'est simple. Ça fait 2πr L gamma plus K sur 2 fois donc voilà l'énergie d'un tube pour une membrane symétrique qui a un rayon R et une longueur L. Si je veux avoir le rayon, il faut que je minimise par rapport pour calculer R. Il faut que je calcule dE sur dR et que je dise que ça soit nul. Ça me donne le minimum de l'énergie. En fait, il n'y a rien à faire parce que au minimum, ces deux termes sont égaux. Ça veut dire que R2 égale 2 gamma. 2K sur gamma. K sur 2 gamma. Donc voilà le rayon du tube. Alors je vous ai donné K, c'est 20 kT. Je ne vous ai pas donné la tension de la membrane. Alors les tensions de membrane, ça se mesure en newton par mètre. Et gamma, c'est 10-5. Un bon ordre de grandeur. Et ça me dit que R, c'est 20 ou 30 nanomètres. Donc si je tire avec une force F sur la membrane, je crée un tube, et ce tube, il fait 20 ou 30 nanomètres. Alors je crée un tube, c'est vrai. Enfin, pas moi, Patricia Bassereau crée un tube. Et qu'il y a un tube qui est ici. Alors ce que vous voyez, ce n'est pas le tube, c'est la diffraction par le tube. Si on veut voir le tube directement, il faut mesurer 20 nanomètres, il faut faire de la microscopie électronique ou peut-être de la microscopie super résolution optique. Et dans une expérience comme ça, qui est remarquablement simple, vous ne voyez pas le tube. Je vais m'arrêter là. Je vous parlerai de la force et de l'effet de la courbure spontanée la semaine prochaine. Il n'y a pas eu de questions, mais il y en a peut-être maintenant, donc je suis prêt à prendre les questions s'il y en a. Et je vous remercie. Oui ?